Merci beaucoup. Bonjour, cher maître, docteur Omar. Docteur Ousseynou, comment va? Ça va bien. Et à Dakar? Ça va, Et mes tranquille. deux patrons, docteur Gora et Sada, mes deux patrons sont mes deux patrons, hein? Oui, ce sont nos deux maîtres qui sont là aujourd'hui. Je dis bien entre les. Omar. Merci beaucoup. Notre présentateur de cas, docteur Mohamed. Votre micro, docteur Mohamed. Il est là. Ah, bonjour, j'avais oublié d'activer le micro. Docteur Mohamed, notre présentateur de cas d'aujourd'hui. Docteur Mohamed, c'est de mon côté ou bien c'est de votre côté? Allô? Oui. Allô? Ça va? Madame Assistante. Comment vous allez? Bonjour, Madame Assistante. On voit aussi sur l'écran docteur Ousseynou Ndiaye, notre maître. Comment vous allez, docteur? Bonjour, docteur Ousseynou. Cher maître, comment vous allez? Ça va? Je Ça vois va, que vous assurez très bien l'intérim. Hein? Félicitations. On essaye. Non, on est trop contents. Félicitations. Merci beaucoup. Répondez ici à notre grand maître aujourd'hui. Ah, le patron, le grand patron, expert international. Patron Gora. Ça va? Ça fait longtemps? Depuis Kaolack la gagne, xam nga rek. Alhamdulillah. Sant Yàlla. Merci beaucoup, cher maître. Bon, nous allons essayer de commencer la session, puisqu'il est 13h02. Cette session aujourd'hui concerne la gestion d'un résultat d'un test anti-HBS totalement positif et qui a été rendu. Maintenant, nous allons partager le housekeeping pour le programme d'aujourd'hui que nous allons. Docteur Gueye, votre micro est fermé. Docteur Ousseynou, on ne t'entend pas. Docteur Ousseynou, votre micro est fermé. Bonjour, docteur Omar, vous me recevez? Oui, on vous entend. Votre micro était fermé tout à l'heure. Ah, ok, d'accord. Comment vous allez, Thiès? Ouais, ça va, ça va. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. On demande à la communauté de se présenter, s'il vous plaît. Docteur Mohamed. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Aujourd'hui, c'est vous le présentateur de cas. D'accord. Merci beaucoup, docteur Ousseynou. Bonjour à toute la communauté. Bonjour au docteur Gora, l'expert du jour. Je vois docteur Omar Diop, notre patron de la région de Thiès. Je suis le docteur Mamad Sek, je suis pharmacien biologiste, ancien interne des hôpitaux. Je suis actuellement responsable du laboratoire de l'établissement hospitalier militaire de Thiès.
On a eu quand même un cas qu'on souhaitait partager avec la communauté et en discuter pour que si ces genres de cas arrivent ultérieurement, déjà comment les éviter dans l'avenir et quand ça arrive, puisque les erreurs ne peuvent pas manquer dans les laboratoires, comment on puisse les gérer au mieux. Voilà, merci. D'accord, docteur Momat. Merci beaucoup. Nous apercevons Abdou Fall. Monsieur Abdou. Nous allons passer la parole au tour. Il parle de son frère. Abdou, vous nous recevez? Je pense que votre micro est fermé. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Aïssatou, cher maître. Docteur Aïssatou. Docteur Aïssatou, votre micro est fermé. Bonjour, docteur Senou. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, docteur. Moi, c'est docteur Aïssatou Sow. Je suis pharmacien biologiste et je suis le chef du laboratoire de la gendarmerie nationale. Pharmacien commandant, plus précisément, au niveau des armées. Merci. Merci beaucoup, l'ancienne. Nous voyons aussi Seynabou Kane qui est connecté aussi. Madame Kane, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre structure? Je ne veux pas dire que les autres aussi ne travaillent pas. Hein. Je parlais que votre micro est fermé, Madame Kane. Seynabou. Monsieur Thomas, est-ce que vous avez votre micro, s'il vous plaît? Madame Seynabou Kane, on ne vous entend pas. Oh, bonjour. Bonjour. Bon, je m'appelle Seynabou Kane, Madame Diène, technicienne supérieure de laboratoire. Et votre structure? Clinique Ya Salam. Clinique Ya Salam. Comment vous allez, Madame Kane? Nous Je vais voyons bien. Laliba. Madame Laliba, comment vous allez? Votre micro est fermé. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, Bonjour. Binta? Ça va, docteur Senou. Est-ce que vous pouvez vous je, présenter ainsi que votre structure? je suis Madame Thiam Binta Laliba, je suis à Daladiam, technicienne supérieure au laboratoire Daladiam. Ah, merci beaucoup, Binta, d'être connecté. Nous voyons aussi Hélène, Madame Hélène Maritza. Comment vous allez? Buenos días, un gusto saludarlos. Me encuentro en El Salvador, en el Hospital Nacional de Nueva Concepción. Soy química farmacéutica y me encantan estas sesiones. Feliz día a todos. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Nous voyons Suntura. Madame Suntura, comment vous allez? Bonjour à tous, je vais bien. Est-ce que vous C'est pouvez vous docteur présenter ainsi que votre structure? Ah, ok. Moi, c'est docteur Tenemba Suntura, Institut national de santé publique de Bamako, au Mali. Je suis pharmacienne. Mali. Et au Mali, comment ça se passe? Oui, ça va, ça va. Ah, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour cette session. Nous voyons Abibatou Ndiaye sur l'écran. Madame Ndiaye, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre structure, s'il vous plaît?
Votre micro est fermé. Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, docteur Gay. Bonjour, Madame Gay. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va, est-ce que vous Madame- pouvez vous présenter? Madame Gay Abibatou Ndiaye, laboratoire à Abass Ndao. Abbas Ndao. Et à Abbas Ndao, ça se passe bien. Ah, ok. Responsable technique en numéro. Merci beaucoup d'être là, de se connecter. Bon, il est 13h10, on va démarrer notre session avec le housekeeping, faire la présentation du programme. Bianca, est-ce que vous pouvez placer le housekeeping, s'il vous plaît? Partagez votre écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Bon, pour aujourd'hui, Docteur Gay, c'est bon. nous allons partager cette cas portant sur la gestion des résultats de tests anti-HPV hautement positifs. Nous avons comme facilitateur moi-même, c'est une pharmacien biologiste au niveau du laboratoire national de référence, VIA-Sida. Nous avons comme coordinateur de ce projet ECHO au niveau Sénégal, notre cher maître, professeur Alimatou Diop Ndiaye, qui est le point focal ECHO Labo Bonne Pratique Sénégal. Et nous avons comme présentateur de cas notre collègue, Dr Mamad Sek, qui est pharmacien aussi biologiste au niveau de l'établissement hospitalier militaire de Thiès. Et comme expert aujourd'hui, nous avons aussi notre cher maître, le docteur Goroldo, qui est pharmacien biologiste, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément à la faculté de médecine, pharmacie et odontologie. Il est aussi, je précise, il a fait aussi sa thèse de doctorat PhD sur les hépatites. Donc, nous avons ici un bon expert pour notre cas aujourd'hui, qui est aussi le responsable du laboratoire Centre médical interarmé de Dakar. Et comme au niveau de la technique, nous avons ici mademoiselle Janke Samate avec M. Seydina Men Diapo. Donc, voilà, donc nous allons commencer avec l'arrivée des participants. Ensuite, démarrer la session, faire une petite introduction. Et nous allons passer la parole au présentateur de cas, qui est le Dr Mamad Sek, qui va nous présenter le cas aujourd'hui. Ensuite, il y aura des échanges qui vont être faits sur la présentation du cas. Et ensuite, de présenter le didactique de l'expert, faire les échanges sur la présentation de l'expert avant de clôturer. Donc, quelques conseils à donner pour ne pas oublier et qui sont des actions très importantes. D'abord, on vous demande de fermer votre micro lorsque vous n'avez pas la parole, donc pour que la séance puisse passer très bien. On vous demande aussi de garder votre micro allumé tout au long de la session et de positionner votre caméra correctement avec un éclairage adéquat pour qu'on puisse bien vous voir. On vous demande aussi, lorsque on vous demande de vous présenter, on vous demande d'activer aussi votre micro et commencez par votre nom, le nom de votre structure et le lieu de travail. Et lorsque vous avez la parole, on vous demande de garder votre téléphone portable en mode silencieux. Ensuite, assurez-vous d'avoir un débit Internet suffisamment. Et on vous demande aussi de poser les questions. Il faut d'abord lever la main physiquement ou bien utiliser les fonctions de lever de main sur le Zoom Diapo. Ensuite, pour toute question ou problème technique concernant le Zoom, on vous demande de bien connecter sur le support informatique via le chat et d'envoyer le message. Et aussi, on vous demande de bien saisir votre nom et le nom de votre organisation. Et aussi, vous pouvez vous retrouver sur le groupe WhatsApp et soyez informés que cette session est enregistrée. En y participant, vous devrez accepter d'être enregistré et nous vous remercions de votre coopération. Donc, ça, c'est le lien dans lequel vous pouvez scanner et s'inscrire dans le groupe WhatsApp pour suivre les prochaines sessions.
Donc, c'était ça, les housekeeping. Donc, on va commencer à introduire notre présentateur de cas, qui est le docteur Mamad Seck, qui est pharmacien biologiste. Docteur Mamad, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois. On vous demande de vous présenter d'abord avant de passer à la présentation du cas. Ok, est-ce que je peux partager mon écran? Oui, Mamad? Je peux partager mon écran ou bien il y a que de l'autre côté qu'on peut partager? Donc, présentez-vous d'abord à certains qui ne vous connaissent pas et qui viennent de se connecter. D'accord. Bon, merci, Dr. Gueye. Donc, je vais me présenter. Je suis le pharmacien Mamad Seck. Je suis ancien interne des hôpitaux. Je suis le responsable du laboratoire de l'établissement hospitalier militaire de Thiès. Donc, je voulais quand même partager avec la communauté ce cas-là pour qu'on en discute et recueillir les avis des experts pour l'éviter d'abord dans le futur et si jamais ça arrive, qu'on puisse quand même adopter, amener les bonnes réponses. Voilà, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Dr. Seck. Nous vous demandons de partager votre écran pour présenter le cas aujourd'hui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, nous voyons votre écran. D'accord. Donc, merci à toute la communauté et merci encore au professeur Alimatou pour quand même cette belle coordination et l'opportunité qu'elle donne à tous les membres de cette communauté pour partager leur expérience, mais également s'enrichir. Voilà, ça c'est un cas qu'on a eu dans notre structure, qui est l'établissement hospitalier militaire de Thiès, quand même, qui est un hôpital militaire, mais ouvert vraiment au public, qui vient quand même apporter un peu sa contribution au niveau de la région de Thiès. J'en profite pour remercier le point focal des labos, le docteur Oumar Diop, qui nous a vraiment beaucoup accompagnés, ainsi que tous les collègues. Alors, c'était un cas d'antigène HBS qui a été rendu malheureusement faussement positif. Donc, les domaines du système de management de qualité qui sont concernés, c'était principalement la phase analytique, également l'amélioration continue, également les plaintes et réclamations, mais également les procédures analytiques et la vérification des méthodes. Le prélèvement était un prélèvement de sang total, avec pour demande, c'était un bilan standard, mais le cas concerné, c'est l'antigène HBS, qui a été effectué, le prélèvement a été effectué le 24 août 2023 par un prélèveur au niveau du laboratoire. C'était un bilan de voyage, un bilan standard, et le patient n'était pas connu antigène HBS auparavant. Nous avons utilisé le Maglum 800 qui utilise le principe de la chimie luminescence et le seuil de positivité est fixé à 0,5 unités internationales par millilitre. Pour notre cas, on est tombé sur 0,118. Donc, en se référant aux recommandations du fabricant, on a déclaré que c'était positif. Et le médecin a également demandé un bilan complémentaire pour évaluer le statut du patient. Heureusement pour nous, tout ce qui était sérologie a été réalisé ici au labo. Et au moment de valider la sérologie, je me suis rendu compte que la sérologie ne concordait pas, parce que déjà, les anticorps anti-HBC, qui sont des marqueurs de contact, étaient négatifs. Ça a attiré mon attention. Je dis que, est-ce qu'on n'a pas rendu un cas de faux positivité? La charge virale a été adressée à un autre laboratoire qui l'a réalisé et
c'était revenu indétectable. Donc, le marqueur de contact, l'antigène HBC était négatif, l'antigène HBE était négatif, les anticorps anti-HBC, bon, c'était négatif parce que c'était revenu à 0,02 unité internationale. Ça m'a poussé à dire que probablement c'était un cas de faux positivité. Alors, on a immédiatement repris l'antigène HBS sur les échantillons qui étaient prélevés pour le bilan complémentaire. On a repris avec les tests rapides que l'on utilise souvent plus fréquemment dans nos laboratoires et c'est revenu négatif. On a dit donc qu'il fallait retester sur le maglumi. On a retesté encore sur le maglumi et c'est revenu négatif sur le maglumi. Après, on s'est dit peut-être qu'il y avait des confusions de prélèvement quelque part. On a demandé aux malades qu'on voulait refaire quand même un autre prélèvement pour le contrôle. Et sur ce dernier prélèvement également, c'était revenu négatif pour les tests rapides, mais également pour le maglumi. Et vous imaginez automatiquement comment on va se sentir d'avoir rendu quand même un résultat faussement positif dépistage anti-HBS. Après, on a discuté avec le patient pour lui dire que vraiment, finalement, vous n'êtes pas porteur de l'antigène HBS, mais comme il était en train de faire un bilan pour un voyage et le résultat était déjà arrivé chez le médecin, donc il fallait rappeler le médecin, ce qu'on n'a pas hésité à faire. On a rappelé le médecin et on a demandé à retirer le résultat positif et pour corriger. Alors, ce qui est arrivé, c'est que dans ces cas, quand même, pour tout biologiste, on est un peu dans des difficultés parce qu'on a déjà rendu un résultat faussement positif, même si on a pu rattraper ça. Mais également, vous imaginez que la crédibilité des autres résultats associés vont être un peu écorcés. Maintenant, c'est un système qui nous a donné, avec un seuil, on a rendu sur la base de ce seuil. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu de revoir le seuil et incriminer probablement le test? Est-ce que le test est vraiment tout à fait fiable? Alors, comme aucun système n'est infaillible, c'est vrai, le maglumi décrit des possibilités d'interférence qui peuvent entraîner des faux positivités. Mais est-ce que dans la recherche des cas, est-ce qu'il n'y avait pas une confusion entre les échantillons lors du premier passage? Ou bien est-ce que c'est le test qui manquait de spécificité? Voilà pour aujourd'hui ce qu'on voulait partager avec la communauté, recueillir les avis de tout un chacun, toujours pour mieux améliorer nos systèmes de laboratoire. C'était vraiment un plaisir de partager avec vous cette expérience et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Seck, pour la présentation de votre cas aujourd'hui qui est très pertinente, vraiment, qui est intéressant et qui peut arriver à tout moment au niveau des laboratoires d'analyse médicale. Donc, si je peux faire un petit résumé de votre cas aujourd'hui. Donc, vous avez dit qu'il s'agit bien d'un patient âgé de 32 ans qui a été désigné pour une opération extérieure. Et pour cela, un bilan standard a été demandé, mais le patient n'avait aucun antécédent d'antigène HBS positif. Maintenant, la recherche d'antigène HBS a été faite le 24 août 2023, comme vous l'avez dit, et le résultat obtenu était positif avec une densité optique faible de 0,118 unités internationales par millilitre, alors que le seuil de positivité était fixé de 0,05 UI par ml. Par la suite, une demande de bilan complémentaire a été demandée le 11 septembre 2023. Un mois après les résultats de positivité de l'activité de l'antigène HBS, et les résultats obtenus de ce bilan complémentaire ont montré un virus qui est non réplicatif, qui peut se traduire par une charge virale qui est indétectable et un antigène HBS qui est négatif. Et les anticorps anti-HBC étaient négatifs, ce qui signifie une absence de contact avec le virus de l'hépatite B. Et aussi les anticorps anti-HBS étaient aussi négatifs. Donc, on note ici une absence d'immunité au virus de l'hépatite B.
mais aussi les transaminase sont normales étaient, les transaminase étaient aussi normaux, donc il y a une absence de cytolyse hépatique pour ce patient. Et l'alpha-photoprotéine aussi était normale, d'où l'absence de stigmate sérologique de carcinome hépatocellulaire. Donc, comme action qui a été entreprise au niveau de votre service, au niveau de votre laboratoire, c'est-à-dire que l'antigène HBS a été reprise le 9 novembre 2023 et comme résultat obtenu, le TDR est revenu non réactif, c'est-à-dire un résultat négatif avec le TDR, et le maglumi qui est un test chimiluminescence qui est négatif aussi. Et un deuxième prélèvement de contrôle a été fait aussi. Et les résultats obtenus après ce deuxième prélèvement ont donné des résultats similaires, c'est-à-dire que TDR non réactif, un résultat qui est négatif, et le maglumi a donné aussi un résultat négatif. Et il y avait des discussions qui ont été faites avec le patient et avec le médecin du contingent pour discuter du retrait du résultat positif qui a été donné. Donc, comme difficulté rencontrée, toujours dans le résumé de votre cas, c'est des difficultés qui ont été rencontrées, qui sont les raisons de soumission de votre cas. Les résultats positifs qui ont été obtenus et rendus aux patients, ce qui peut affecter la crédibilité des résultats obtenus des laboratoires, des résultats rendus du laboratoire, et quelle est la valeur C qu'il faut retenir pour ces résultats avant de rendre les résultats, et de reproducibilité et la spécificité des tests. Donc, Dr. Seck, est-ce que j'ai bien résumé votre cas? Oui, c'est parfaitement. Donc, merci encore de nous avoir fait bénéficier de votre cas aujourd'hui. Donc, nous allons donner la parole à la communauté pour ceux qui ont des questions à poser à notre présentateur de cas aujourd'hui. Donc, on va passer la parole à la communauté qui a une question à poser à Dr. Seck. Si vous avez des questions à poser, veuillez lever la main. Nous voyons Dr. Omar Diop. Dr. Omar. Bonjour, Dr. Ousseynou, et merci de la facilitation. Comme l'avait dit tout à l'heure Ousseynou, vous remplissez bien votre... On remercie toute la communauté ECHO, nous remercions aussi nos aînés tels que Dr. Gora, l'expert du jour. Je remercie Dr. Momar Seck et l'hôpital militaire, hospitalier militaire de Thiès qui a renforcé le plateau technique au niveau de la région de Thiès. Par rapport au cas de Momar, je voulais demander, première question, est-ce qu'il n'y a pas eu contamination dans la série? Si on sait que dans les bilans d'OPEX, c'est plusieurs prélèvements, est-ce qu'il n'y a pas un prélèvement fortement positif qui a contaminé? On sait dans les séries, il peut y arriver des contaminations. Et de demander, est-ce que la machine ce jour-là, ou bien c'était calibré et contrôlé? Et est-ce que depuis lors, troisième question, depuis lors, il y a eu des cas pareils pour qu'on puisse incriminer la machine ou pas? Donc, ce sont ces quelques questions d'éclaircissement où je voulais que Dr. Mamad nous revienne pour bien fixer le cas. Merci beaucoup, Dr. Seyni. Merci beaucoup, cher maître, d'avoir posé ces questions qui sont très intéressantes. Donc, nous allons recueillir d'abord les questions avant de donner à notre présentateur, Dr. Seck, la parole à revenir avec les réponses. Donc, nous voyons aussi Suntura. Suntura, vous avez la parole. Vous avez des questions à poser. Donc, je remercie le présentateur pour cette brillante exposé qu'il vient de nous faire. En fait, moi, mon inquiétude est que vu qu'il a parlé de confusion, maintenant, au niveau de la phase préanalytique, s'il y avait une confusion, maintenant, est-ce que, vu qu'après avoir fait les autres
analyses complémentaires de HBS et que le résultat est avéré, c'est-à-dire négatif, est-ce qu'ils ont vérifié, c'est-à-dire tous les autres, c'est-à-dire résultats de HBS qui ont été réalisés ce jour-ci, s'il y a des cas de positivité ou non? Maintenant, s'il y a des cas de négativité, ils peuvent vérifier si le résultat du monsieur n'a pas été donné à un patient qui était positif. Et parce que s'il y a contradictoire, c'est-à-dire le patient. Suntra, vous nous entendez? Je pense qu'il y a un problème technique. On passe la parole à Dr. Ousseynou. Dr. Ousseynou, vous nous entendez? Bonjour, bonjour docteur Ousseynou, comme moi, Thomas. Oui, Mohamed, comment vous Merci de allez? nous avoir donné l'opportunité d'intervenir. Je pense qu'on doit féliciter docteur Mohamed pour la brillante présentation. On le félicite. Je pense qu'il est bien intégré à Thiès, avec la présence de notre ami et expert également, docteur Omar Diop, qui est sur place. Je pense que vous formez une formidable équipe. Donc, juste pour poser quelques questions à docteur Mohamed. Donc, ma première question, c'est que comme la prédécessrice a déjà dit, est-ce que vous avez mis en place des actions correctives, surtout par rapport à la phase pré-analytique? Parce qu'il a parlé probablement de problèmes de contamination ou bien de confusion. Ça, c'est la première question. L'autre, c'est sur la reprise que vous avez faite. Parce qu'il il a dit qu'ils ont fait un bilan complémentaire et durant ce bilan complémentaire-là, ils avaient remarqué que, en tout cas, ils ont fait une reprise avec l'appareil. Il y a un résultat qui est revenu négatif. Est-ce que c'est sur le même prélèvement qu'on a refait le test et qui est revenu négatif, ou bien on a demandé un autre prélèvement qui est revenu négatif? Et la troisième question, c'est par rapport aux techniques de chimioluminescence. Je pense que nous, on a l'habitude de recevoir des patients qui sont testés au CNTS et qui utilisent les mêmes automates. Eux, ils utilisent le principe de chimioluminescence. Il y a beaucoup de faux positifs avec la sécurité transfusionnelle. La procédure qu'on avait mis était à chaque fois qu'ils avaient un résultat positif, qu'on puisse le confirmer, soit par test rapide ou bien par une autre technique avec un principe différent pour pouvoir effectivement confirmer le résultat. Est-ce qu'après avoir remarqué ce problème-là, ils ont mis en place des actions correctives visant à le fait qu'on puisse avoir un résultat qui est faux positif et jusqu'à rendre ce résultat? Je pense que ça, c'est pas une bonne image pour le laboratoire de revenir pour dire que le résultat est faux positif. Ça va poser un problème de crédibilité. Je pense que dans l'avenir, il faut qu'on réfléchisse sur comment mettre en place un système qui, en tout cas, minimise ce type de situation. Du moment où, au niveau du Sénat, il n'y a pas d'algorithme pour l'hépatite C, l'hépatite B du moins qui est proposé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maître, d'avoir posé des questions. Je précise encore ici, à ce niveau actuel, de poser des questions de clarification exactement pour à notre représentateur de cas. Je pense que le Dr Mohamed a noté les questions. Donc, nous voyons aussi Rodrigue Setonji qui a levé la main. Monsieur Rodrigue, vous avez la parole. Merci, merci. J'espère que vous m'entendez. Oui, nous recevons. Ok, merci. Lieutenant Rodrigue Djidonou, du laboratoire du Centre médico-social de la garnison de Cotonou, Bénin. Okay. Voilà, merci. C'est la première fois que je participe. J'ai suivi avec attention le développement du docteur Ousseini, je crois. J'ai quelques questions pour pouvoir mieux comprendre la situation. Est-ce que la cause de l'erreur a été identifiée? D'accord? C'est à quelle phase réellement l'erreur a été commise? Est-ce que à la phase pré-analytique, la phase analytique ou à la phase post-analytique? Si je comprends bien
le développement, je crois que c'est à la phase analytique que l'erreur a été commise. Ce qui me semble bizarre, les erreurs en phase analytique sont très fréquentes, mais ça pourrait arriver également. Dites-moi, docteur, est-ce que, comment dit-on, des mesures ont été prises pour que ces genres d'erreurs ne surviennent plus? Ce que je n'ai pas compris également, les bilans complémentaires ont été faits. Est-ce le même jour que ces bilans ont été faits, d'autant plus qu'on note une discordance entre ces bilans complémentaires et le résultat positif qui avait été déjà rendu au patient, ce qui prouve que, bon, il y a, comment dit-on, quelques procédures de rendu de résultats ou de validation des résultats qui n'ont pas été suivies. Merci. Je pourrais revenir peut-être après les explications. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Rodrigue, d'avoir posé la question. Docteur Djiba, vous avez des questions pour nos représentants de cas? Oui, bonjour, docteur Ousseynou. Et moi, c'est docteur Djiba Kaba, je suis médecin biologiste. Je suis à Conakry au laboratoire du CHU de Donka. J'ai trouvé le cas très intéressant. Je vais répéter déjà ce que les prédécesseurs ont dit. Moi, c'était pour dire, est-ce qu'il ne serait pas, comme on a parlé de procédure, important de mettre une procédure vraiment particulière pour traiter les cas positifs avant qu'ils ne sortent? Je me rappelle quand j'étais à Dakar, c'est vrai que ça, ce n'était pas avec les hépatites, mais avec le VIH, lorsqu'on avait un cas positif, puisqu'on testait avant que le résultat ne sorte, lorsque le patient revenait pour récupérer son résultat, tous les résultats positifs, le patient bénéficiait d'un nouveau prélèvement qu'on retestait sur un test rapide pour voir, essayer de le confronter avec le résultat qui a été obtenu au labo. Donc, pour moi, je me disais, est-ce que ce n'est pas possible de mettre en place un modèle de ce genre? Ça pourrait éviter de rendre vraiment des faux positifs. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, docteur Djiba. Docteur Diop, vous avez une question? Brahma, docteur Brahma, vous avez une question? Bonjour à toute la communauté. Merci, mon ancien docteur Mamad Sek, pour cette présentation qui a été vraiment intéressante. Il y a une question qui a été posée par Alerou Aïssatouba au niveau de la chat. Elle demande, est-ce que vous avez fait un test de confirmation sur le premier test avant de déclarer positif? Et comme deuxième question, est-ce que la vérification s'est faite sur un autre test, sur un deuxième prélèvement? Merci. Merci beaucoup, Dr Diop, d'avoir géré le chat, les questions qui sont posées au niveau du chat. Est-ce qu'au niveau de la communauté, il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question à notre présentateur aujourd'hui? Donc, je vois qu'il n'y a pas de mail qui a été levé. Donc, nous tournons sur notre expert aujourd'hui pour lui demander est-ce qu'il y a des questions de clarification à poser à notre présentateur de cas aujourd'hui. Cher maître Dr Golo, vous avez la parole. Est-ce que vous avez des questions de clarification? Merci, Dr Ousseynou. Avant de commencer, nous allons remercier les organisateurs de cette section, en particulier notre ancien maître, professeur Almouti Diop, qui, depuis notre intégration à l'école ministère de santé, ne cesse de continuer à nous conseiller et nous encadrer. Aussi, nous remercions le docteur Ousseynou, qui nous a donné l'occasion de participer à cette section et de partager nos connaissances avec nos collègues nationaux et internationaux. Aussi, je félicite mon ami et frère Dr Sek Mamat
pour tout le travail qu'il est en train de réaliser à Thiès. Je pense que c'est une fierté pour nous tous, en tant que biologistes et aussi militaires. Et on lui souhaite bonne chance parce qu'il fera plus que ses anciens, que ce soit à l'Ivoire, moi-même, professeur Bouk, qui a les clés et les compétences. Et moi, j'ai quelques questions en sec. Est-ce que vous devez, lors de l'enquête, vous devez demander aux clients s'ils avaient pris des vaccins quelques jours avant la réalisation du test? L'autre question, tous les résultats, on a vu que vous avez mis anticorps anti-ACVS négatif. Est-ce qu'on peut avoir le taux d'anticorps? Et est-ce que vous avez, une fois que vous avez rendu le résultat négatif au client, est-ce que vous l'avez recommandé, après au moins 3 mois après, de faire un test anti-ACVS pour confirmer réellement que le patient est négatif? Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher maître. Et notre expert aujourd'hui. Donc, je rappelle que l'expert que nous avons aujourd'hui ici a fait sa thèse PhD sur les hépatites. Donc, aujourd'hui, on a du point qui va nous enrichir la connaissance aujourd'hui avec cette carte. Merci beaucoup d'avoir posé les questions de clarification. Donc, alors que nous retournons à la communauté, on voit qu'il n'y a pas de main qui a été levée. Donc, nous passons la parole à notre présentateur de cas, Dr. Mamad Seck, de revenir sur les questions qui ont été posées. Dr. Seck, vous avez la parole. Merci au facilitateur, Dr. Ousseynou Gueye. Vous faites l'art avec tellement bien fait que voilà. Dr. Omar Diop, merci encore, cher maître, de l'intérêt vraiment que vous avez porté à la présentation, mais également du soutien également que vous nous apportez tous les jours. Je pense que pas plus tard que hier, sous la pluie, c'est lui-même qui m'a dépanné avec des tests activés. Donc, soyez vraiment rassurés de notre reconnaissance. Bon, il a posé, je pense, quelque chose comme 3 questions, si j'ai bien noté. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité que l'échantillon soit contaminé par un autre échantillon qui est fortement positif? Bon, là, je ne pense pas que ça soit le cas, parce que quand même, je pense que pour ceux qui ont le Maglomi, c'est quand même un système automatisé. On n'est pas dans des phases où on va pipetter, faire autre chose. Donc, le prélèvement a été réalisé à la salle, le prélèvement conduit, centrifugé sans que les tubes ne soient ouverts, à moins qu'il y ait une contamination en interne au niveau de la machine, et je ne crois pas, parce que c'est un système quand même qui, entre 2 échantillons, comme vous le voyez tout le temps, nettoie les systèmes de pipettage avant de passer à un autre échantillon. Et je crains qu'il n'y ait pas de contamination parce qu'on n'a pas pratiquement fait des manipulations de pipettage ou bien de transfert dans cette série. Pour ce qui est des calibrations et des contrôles, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je ne supporte pas qu'on passe quand même des échantillons sur des systèmes biologiques sans calibration. Je pense que c'est quand même des choses auxquelles le professeur Alimatou, c'est un genre de choses qu'elle insiste beaucoup. Et j'ai vraiment eu à bénéficier quand même de cette formation à ses côtés. L'autre chose, c'est que, est-ce que j'ai bien noté, est-ce que des cas pareils ont été notés le même jour? Je passe à la question. Est-ce que depuis 2023, des cas pareils ont été notés? Depuis 1 an? Voilà. Quand c'est arrivé, moi, je ne me suis pas limité à là. J'ai même contacté le fournisseur pour lui dire que j'ai eu un cas de faux positivité avec votre système, que je vais essayer de surveiller. Si jamais ça arrive à nouveau, on va essayer de revoir où se situe le problème.
Mais depuis, j'avoue qu'on n'a pas eu ces mêmes cas. Je leur en ai parlé. Mais après, l'autre chose, c'est que tout de suite, je n'ai plus continué à utiliser beaucoup le Maglumi pour faire vraiment le dépistage de l'hépatite. Je suis presque passé sur les tests rapides. Donc, voilà. Donc, on n'a pas vraiment eu beaucoup de recul pour dire que est-ce que c'est le système qui est défaillant ou pas. Le jour, on a continué parce que c'était un kit de 100 tests et on n'a pas eu ces problèmes. Je n'ai pas noté le nom de la deuxième intervenante qui quand même posé des questions très pertinentes. Oui, c'est Madame Soutoura. Madame Soutoura, hein? Oui. En fait, vous m'excusez, j'avais eu un problème de connexion. Oui. En fait, mon inquiétude était que s'il y a eu, comme il vient de le signaler, c'est-à-dire la contamination est très faible. Maintenant, il peut y avoir, c'est-à-dire une confusion au niveau de la phase préanalytique. Maintenant, s'il pouvait, c'est-à-dire recenser tous les patients qui ont passé ce jour-ci et qui avaient aussi un antigène HBS à faire ce jour-ci et refaire le test de ces différents patients pour ne pas que le test négatif de celui qui était positif là parte chez un patient qui a été détecté négatif. Donc, lui aussi, il aura un faux négatif et ça, c'est très inquiétant aussi pour ça. Donc, ma question, c'était à ce niveau. Merci. Merci beaucoup, Madame Soutoura. Docteur Sek. Oui, je pense que le problème de confusion, non, je ne crois pas. Je crois qu'on est confondu des types parce que quand même, on a un système en préanalytique où on veille vraiment beaucoup sur l'identification des patients. Donc, je ne crois pas que ça soit un problème de confusion. Maintenant, ce qui est arrivé, effectivement, là, tout ce qui était positif, ce jour-là, on les a tous retestés avec les tests rapides. Peut-être que je vais revenir un peu avec la question de Dr. Ousseynou. On va voir. Mais ce jour-là, tous ceux qui ont été déclarés positifs ont été retestés avec les tests rapides. Il y a Dr. Ousseynou Ndiaye, je pense, du CSF, qui a posé quand même 3 questions. Bon, si je n'ai pas répondu à des questions aussi, Dr. Gueye, vous pouvez me rappeler. D'accord, pour le moment, c'est bon. C'est bon, OK. Oui, pour le moment, c'est bon. Allez-y. Oui, il a demandé est-ce que les contrôles ont été effectués sur le même prélèvement. Oui, on a... Allô? Oui, oui, c'est bon. Oui, on a retesté sur le même prélèvement, mais également sur les prélèvements qui ont été adressés pour le bilan complémentaire. Après ça, on s'est dit, bon, on reteste encore une 3e fois. Donc, le patient a été testé encore 3 fois. Et par rapport à la technique, est-ce qu'on a confirmé? C'est là où se trouve le problème. Je pense que tous ceux qui utilisent les systèmes chimiluminescence pour le dépistage de l'antigène HBS, même du VIH, parfois tu es confronté à des faux positifs. Mais est-ce que réellement c'est des faux positifs? Est-ce qu'on peut comparer les tests immunochromatographiques et les tests chimiluminescence? Est-ce que les tests chimiluminescence ne sont pas plus sensibles que les tests immunochromatographiques? Je pense que c'est une question sur laquelle peut-être l'expert reviendra et la communauté pourra discuter. Je pense que c'est là où j'ai trouvé vraiment l'intérêt de présenter ce cas, pour au moins qu'on ait des consensus entre les différentes techniques qui sont utilisées pour le dépistage de l'hépatite B. Parce que ceux qui utilisent les techniques chimiluminescence, parce que pour ce même cas, quand même, j'ai eu des densités optiques qui sont plus faibles avec le Maglumi et qui sont revenus positifs avec les TDR. Donc, je pense que ça interpelle les autorités et les experts pour une validation de tous ces systèmes de
de dépistage de l'antigène HPS pour qu'on ait vraiment un consensus là-dessus. Il y a docteur, c'est Gidonou? C'est docteur Djiba. Hein? Docteur Djiba Kaba. Djiba Kaba. Docteur Djiba, non, avant lui. Il y a un... Rodrigue. Ah, docteur Rodrigue. Oui, c'est Gidonou, oui. Oui, Gidonou. Est-ce qu'on a identifié la phase à laquelle s'est produite l'erreur? Bon, je pense, moi, d'après nos investigations, que c'est vraiment au niveau analytique. Qu'il y a eu une interférence quelque part au niveau du système qui nous a conduit à ce faux positif. Est-ce que le bilan complémentaire a été réalisé le même jour ou pas? Non, le bilan complémentaire n'a pas été réalisé le même jour. Je pense qu'on l'a mis au niveau de la présentation. C'est plutôt 1 à 2 semaines après que le bilan complémentaire nous est arrivé. Oui, pour Dr Kaba, est-ce qu'il y a un système qui est mis en place pour retester systématiquement tous ceux qui sont antigènes HBS positifs? Là, actuellement, quand j'utilise le McDomie, c'est vraiment quand j'ai des densités optiques qui sont faibles. Là, je reteste systématiquement. Mais sinon, je ne reteste pas quand même systématiquement tous ceux qui sont antigènes HBS positifs. Ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de le déclarer. Pour la question sur le chat. Si vous permettez, oui. Oui, en fait, là, c'était beaucoup plus une suggestion qu'une question. Le souci, c'était d'éviter de rendre des résultats faussement positifs. Donc, c'était pas la question de retest, mais plutôt pendant que vous rendez le résultat, quand le patient revient pour récupérer son résultat, c'était de confronter les deux résultats, en fait. Parce on le faisait à l'Eudantech avec les patients. Le patient venait récupérer son résultat. Lorsque c'était un résultat positif, le patient était reprélevé pour faire un test rapide, essayer de confronter les deux résultats. Parce que dans ce cas, lorsqu'il y a une discordance, ça peut alerter, ça peut permettre vraiment de faire très attention. Merci. Merci beaucoup, Dr. Djiba. Nous vous attendons dans les recommandations qui vont suivre après pour les pertinentes recommandations que vous allez donner à Dr. Seck. Dr. Mamadou, vous avez la parole pour continuer les réponses. Dr. Mamadou. Oui, par rapport à la vérification, comme je dis, je pense que cette question a été déjà répondue. On a reconvoqué le patient, on l'a reprélevé pour confirmer. Donc, ça a été confirmé 2 fois même, parce que sur l'échantillon qui a servi au bilan complémentaire, on a retesté, c'était revenu négatif. Après, on l'a reconvoqué. Quand on l'a convoqué pour parler avec lui, pour lui dire que c'était un résultat faux positif, là aussi, on l'a encore demandé de refaire le test. Pour la question de l'expert, peut-être le docteur Hussein, vous me permettrez de dire un grand merci à ce grand ancien de l'ombre qui nous a pris vraiment sous son aile, qui nous a beaucoup formés. Je n'ai pas trop duré au séminaire avec lui, mais j'avoue quand même qu'il m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup aidé à compléter un peu ce que j'avais comme background pour aller pouvoir installer un laboratoire. Chers grands anciens, merci mon colonel. Merci vraiment pour tout ce que vous continuez de faire pour nous former encore, mais également pour nous aider. Est-ce que le patient était vacciné? Non. Après, bon, on a discuté, il dit qu'il n'a jamais pris de vaccin. C'est là où même on en a profité pour lui dire, pour lui conseiller peut-être. Comme lui, il n'était pas en contact d'après les marqueurs avec l'hépatite.
d'aller se faire vacciner. Pour les anticorps anti-HBS, effectivement, c'était sorti à 0,02 unités internationales. Donc, très, très, très faible. Et le fournisseur nous recommande même, quand c'est inférieur à ces valeurs, de déclarer négatif carrément. Donc, c'est pour ça qu'on s'est limité juste à mettre négatif sans donner le taux. Refaire, est-ce qu'on lui a suggéré de faire l'antigène HBS dans 3 mois? Ça également, non, on n'a pas demandé aux patients quand même de refaire l'antigène HBS dans les 3 mois. Je pense que j'ai répondu à la que j'avais noté. Maintenant, s'il y a des éclaircissements également, je reste disponible. Il y a des questions que j'ai sautées. Voilà, merci. Oui. Merci beaucoup d'avoir revenu sur les réponses. Je pense qu'il y a une question qui a été posée au niveau du chat. Oui. Est-ce que vous l'avez noté? C'est quelle question? Sur le chat. Oui. Moi, je sais que moi, je pense qu'il est positif. Il va le reposer. Il va le reposer. Docteur, vous pouvez revenir sur la question. Une question très importante, vraiment. C'est une question qui a été posée par Ayaratou Aïsatouba. Oui. Elle demande si vous avez fait un test de confirmation sur le premier prélèvement. Et est-ce que aussi une vérification a été faite sur un deuxième prélèvement? Je vais en profiter pour poser une question par rapport au test utilisé. Je voulais demander quelle est votre technique de référence. Est-ce que vous avez considéré votre technique Maglubi 800 comme votre test de référence? Ou bien est-ce que vous avez considéré votre technique chromatographique comme technique de référence? Merci. Merci beaucoup, Dr. Diop, pour les questions. Donc, Dr. Seck, on vous a fait un petit rappel des questions qui ont été posées sur le chat. Vous avez la parole. Oui, par rapport à la question de Aya, est-ce que le test de confirmation a été fait? Oui, j'ai bien répondu oui, hein, ça a été fait. Le test de confirmation a été fait. Maintenant, par rapport à la technique de référence, je pense que le système Maglumi vient de rentrer dans le pays il n'y a pas trop longtemps. Je pense que s'il y a des laboratoires qui en disposent actuellement, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça, quand même, je me suis retrouvé dans ces difficultés. Et je rappelle également qu'il y a des tests quand même qui ont été validés par des laboratoires. Bon, finalement, je me suis conformé, j'ai pris comme référence quand même ces tests qui ont été validés par la direction des laboratoires. Mais ce qui est plus intéressant pour moi sur ce cas, c'était quand même pour décider de voir le profil du patient. Donc, les anticorps anti-HBC négatifs, la charge virale indétectable. Si j'ai deux techniques, l'une des techniques me donne antigène HBS positif et l'autre me donne antigène HBS négatif, j'allais prendre la technique qui a rendu antigène HBS négatif. Je pense, est-ce que j'ai répondu à la question? Merci beaucoup, Dr. Seck. Vraiment, sur les réponses que vous avez données aux les différentes questions posées par la communauté. Donc, je pense que vous avez revenu sur toutes les questions qui ont été posées. Donc, nous passons aux recommandations avec la communauté. S'ils ont des recommandations à donner pour ce cas, et ceux qui ont des recommandations à donner pour ce cas à Dr. Seck, pour qu'ils puissent les mettre en place. D'abord, Dr. Djiba qui avait commencé à donner des recommandations à Dr. Seck. Dr. Djiba, vous avez la parole. Merci, Dr. Ousseynou. Vraiment, félicitations à Dr. Seck pour ce cas qui vraiment attire l'attention des praticiens.
en ce qui concerne le rendu des résultats au laboratoire. Et ma contribution, c'était vraiment de mettre en place ce système de retest. Parce que pour les positifs, c'est-à-dire lorsqu'ils sont les patients, on a des résultats positifs à rendre avec la sérologie pour l'antigène HBS. Donc, si le patient est positif, lorsqu'il revient pour récupérer son résultat, c'est de le reprélever sur place et faire un test rapide et essayer de confronter les deux résultats. Comme ça, si on a des discordances, on peut déjà prendre des actions. Donc, ça nous évite de rendre des résultats faussement positifs parce que lorsqu'on rend un résultat faussement positif, comme a dit tantôt un des prédécesseurs, ça peut décrédibiliser le laboratoire. Alors, c'est vrai que les systèmes, le plus souvent qu'on utilise, un système a beau être fiable, il suffit juste de rendre un seul résultat faussement positif et que les gens commencent à le remettre en question. Donc, pour pallier à tout cela, on peut vraiment retester les patients lorsqu'ils viennent pour récupérer les résultats. Et donc, ça peut non seulement nous éviter d'être mal à l'aise, mais aussi de protéger le labo et vraiment, comme je l'ai dit tantôt, ça peut éviter de décrédibiliser. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à Dr Seck pour ce brillant cas et j'en ai fini. Merci, Dr. Merci beaucoup au Dr Djiba. Nous voyons la main levée du Dr Ousseynou pour les recommandations. Rebonjour, merci beaucoup. En tout cas, on remercie Dr Mohamed pour la brillance les réponses qu'il a apportées. Je pense que c'est satisfaisant, en tout cas, à notre niveau. Donc, et puis, également conclure que l'erreur est au niveau analytique. Je pense que si on doit formuler des recommandations, je pense que nous allons aller en ce sens-là. Comme première recommandation, moi, je leur ai recommandé de faire la validation ou bien la vérification des méthodes. Je pense que vous pouvez vous rapprocher du LBV pour voir comment faire la vérification, la vérification des méthodes. Si tu utilises COFRAC, on va te demander de faire la sensibilité, la spécificité, et les tests de contamination. Et les contaminations, ça ne veut pas dire que c'est contamination, mais c'est durant le dosage. Et si vous voyez qu'on met des échantillons fortement concentrés, négatifs, faiblement concentrés, quand vous allez faire les tests de contamination. Et quand vous faites la vérification des méthodes, ça vous apporte une crédibilité supplémentaire par rapport aux résultats que vous rendez, parce qu'on est toujours dans le système de management de la qualité. Et dans le 1589, il est recommandé, quand on utilise des automates, de pouvoir faire la vérification des méthodes qu'on utilise. Et l'autre recommandation, à défaut de ça, moi, je t'aurais proposé de reprendre tous les résultats qui sont positifs, parce qu'on sait qu'avec les systèmes chimiluminescence, il y a beaucoup de faux positifs. Donc, en tout cas, moi, j'aurais, à chaque fois qu'on a un résultat positif, de le reprendre. Parce que l'histoire t'a montré que lorsque tu as refait le test avec le même prélèvement, tu as eu un résultat qui est négatif. Donc, moi, j'aurais, quand tu as un résultat positif et que tu n'es pas convaincu, ou bien, en tout cas, la densité obtenique est borderline, que tu refasses le test pour voir si c'est négatif ou bien c'est positif. Et la troisième recommandation, c'est d'utiliser les tests qui ont le marquage CE ou bien FDA. On sait qu'il y a beaucoup de tests qui sont utilisés et qui ne sont pas marqués CE. C'est vrai qu'il y a une note de la direction des laboratoires qui est sortie, mais ce n'est pas tous les tests qui ont été évalués. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maître, pour ces recommandations. Donc, nous voyons aussi le Dr Aïssatou Sow qui a levé la main. Dr Aïssatou. Bonjour tout le monde, bonjour à toute la communauté. Je profite de l'occasion, je n'avais pas de questions, pour remercier le Dr Seck pour cette présentation, vraiment qui nous interpelle tous en tant que chef de laboratoire, parce que c'est nous qui validons les résultats, donc notre responsabilité est toujours engagée.
Donc, je remercie aussi l'ancien qui est là, notre expert du jour, Toto Gore, qui nous a beaucoup formés aussi. Remercier le colonel Alimatou, donc, qui nous ont beaucoup suivis et assuré notre formation durant tout le long de notre cursus. Donc, moi, ma recommandation par rapport à ça, c'était au niveau des prélèvements, à la phase pré-analytique. Donc, quand on fait l'enquête, essayer d'inclure aussi l'état de vaccination des patients. C'est important. Parce que des fois, on ne le fait pas. Ce qui est valable des fois pour le VIH, des fois, on ne le fait pas pour l'hépatite. J'ai entendu Dr Kaba dire tout à l'heure qu'à chaque fois qu'on venait récupérer les résultats de VIH positifs, on en a profité pour faire un prélèvement pour confirmer. Des fois, on ne le fait pas avec l'hépatite. Bon, des fois, peut-être l'hépatite, il y a beaucoup qui sont positifs, des fois, il y a des contraintes, il y a des choses qui... Mais c'est important aussi de le faire. C'est important. On le fait pour le VIH, pourquoi pas ne pas le faire pour l'hépatite? Donc, vraiment, si j'avais une recommandation forte à donner, c'est d'inclure dans le questionnaire des patients de l'état de vaccination, parce que ça peut bouleverser tout le résultat qu'on a. Merci, Mohamed, pour cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Dr Aïssatou, pour les recommandations données. Dr Omar Diop, que vous avez des recommandations pour notre part. D'abord, il y a Khadidien qui a levé la main. Madame Khadi? Bon, je n'ai pas encore grand-chose à ajouter. On va attendre le grand maître, Dr Gore, de venir nous éclairer d'abord. Merci. C'est nous. Docteur. Madame Khadi? Oui, bonjour. Vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, alhamdulillah. Et vous? Excusez-moi, je n'ai pas une recommandation, mais plutôt une question. Je n'ai pas tout suivi par rapport à la réunion, mais j'ai entendu tout à l'heure que s'il y a un problème, vous notifiez le fournisseur. Ma question est que est-ce que vous notifiez à l'autorité s'il y a une discordance ou bien s'il y a un problème sur un test? C'est ça ma question. Parce qu'au niveau de la direction des labos, il y a une fiche de réactovigilance qui est disponible sur le site de la direction des labos. Est-ce que vous notifiez s'il y a un problème? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Khadi, pour votre intervention. Est-ce que dans la communauté, il y a d'autres recommandations? Si nous allons tourner vers notre expert pour lui demander de faire un petit résumé des recommandations qui ont été données ici par la communauté. Dr. Goyo, vous avez la parole. Merci, M. Lou. Nous remercions tous les participants qui ont donné des recommandations et posé des questions. Je ne vais pas donner les noms, hein. Mais il y a quelqu'un qui a demandé le contrôle positif avant de rendre le résultat. Pour moi, c'est une bonne recommandation. Il faut toujours confirmer. Après, à la fin, je vais revenir. Quel est le meilleur moyen de confirmer ce test? Celui a demandé de valider les méthodes. Je pense que pour tout biologiste, soit un test rapide, un test automatisé, même si le fournisseur vous décrit une bonne vérification sur site, il faut toujours vérifier. Parce que ce sont des vendeurs qui vont décrire qu'ils ont des performances de 100%, qui ne sont pas du tout vraies. Et nous, on a tous l'obligation de vérifier, de valider les méthodes. Même les tests que la direction des laboratoires a autorisés, si c'est la première fois qu'on les utilise, on doit faire une vérification de méthode. Et pour en profiter aussi, comme producteur sec, je pense que votre technique ne peut être que le côté standard. Et c'est ce que vous devez utiliser pour valider même les autres tests. Et à partir de ce moment même, vous allez faire des dilutions, à partir de résultat qui est high, faire des dilutions de cas négatif. Et peut-être ça va permettre de déterminer le seuil de détection des tests rapides. Malheureusement, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Et pour nous tous, il y a que des pharmaciens et des techniciens qui sont là. Évitez les tests qu'on vend comme ça. Parce que ce sont des gens qui ont des tests non validés et parfois, ce qui a logique des faux positifs. Et comme l'a dit Aïssatou aussi, nous, c'est beau de mettre le marqueur, un test de marqueur CE, pour moi, même s'il y a ce marqueur CE, il faut toujours vérifier et valider. Parce qu'eux sont des businessmen. Ils vont te dire marqueur CE, les performances 100%. Parfois, il y a des cas comme ça. Après vérification, on n'a même pas des performances de 70%. Et ces cas de marquage, moi, je n'y crois pas.
ce que je crois, c'est ce que je fais et ce que je valide. Avec mes résultats, je vais rendre ça et rendre compte aux autorités. Et surtout aussi en raison, parfois, quand on fait des analyses, c'est important d'inclure l'état vaccinal. Est-ce que le patient a pris des vaccins? Pour ce cas, si on avait enquêté, au moins, s'il dit qu'il avait pris des vaccins quelques jours avant, cette positivité faible provenant de la vaccination. Et ce sont des cas qui existent, je vais revenir dans ma présentation. Et je pense que c'est le meilleur moyen de confirmer ces cas de faux positifs. C'est beau de reprélever. Si c'était moi, la première chose que je fais, je vais rechercher les anticorps anti-aspect C. Si avec le DO qui est faible, excusez-moi, la qui est faible, quand je fais les anti-aspect C qui sont négatifs, ça a 95 ou 99 de résultats négatifs. Ça, comme l'a dit Ousseynou, sont des pluies de fond. Les machines, les automates qui utilisent des méthodes stimulescence ou enzymatiques, il y a toujours des pluies de fond. Quand vous amplifiez, vous pouvez avoir un résultat faiblement positif. Et le meilleur moyen, vous pouvez faire, comme l'a dit Ousseynou, sec. Pour moi, le TDR ne pas confirmer une technique de stimulescence ou enzymatique. Parce que ça ne peut pas être le goût standard. Parce que les techniques de stimulescence sont plus sensibles, plus spécifiques que les tests rapides. Et pour moi, la recommandation, c'est même si le patient ne paye pas, doser les anticorps anti-HBC. Si vous faites ça, vous avez des taux, un seuil élevé, un DO élevé, même si le DO est faible anti-HBS, c'est un positif. Ça peut être un début d'infection. Et dans ce cas, vous rendrez le résultat positif. Et même avant de convaincre le patient pour faire un deuxième prélèvement. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher maître, d'avoir revenu sur les recommandations et faire le consensus pour tester le cas. Docteur Seck, donc je pense que ces questions qui vous ont été posées ont été bien traitées et que vous pourrez mettre les recommandations en pratique au niveau de votre laboratoire. Docteur Seck. Oui, merci, docteur Ousseynou. Je pense que les recommandations ont été claires et sont faisables quand même. Parce que docteur Gora a parlé également des anticorps anti-HBC. Effectivement, c'est ce qui a attiré mon attention en fait. Quand on a refait l'inventaire avec antigène HBC qui était demandé, c'est revenu négatif. Je me suis dit, non, attends. Il faut, après, bon, j'ai un peu plus creusé. Là, effectivement, c'était un faux positif. Vraiment, merci pour l'occasion que vous nous avez donnée de partager ça, mais également de s'enrichir avec la discussion. Merci. Merci beaucoup, docteur Mamad, d'avoir accepté aujourd'hui d'être notre présentateur de cas et de nous faire bénéficier de cette connaissance aujourd'hui. Donc, nous allons tourner vers notre expert aujourd'hui. Je répète, le docteur Gorolo, qui est enseignant-chercheur au niveau de l'Université Charente de Dakar, plus précisément au niveau de la faculté de médecine, qui est aussi PhD, qui a fait sa thèse de doctorat PhD sur les hépatites. Donc, nous allons lui passer la parole pour qu'il nous fait la présentation aujourd'hui portant sur le diagnostic sérologique de l'hépatite B. Cher maître, vous avez la parole. Merci, docteur Ousseynou. Avant de commencer, je pense que j'aimerais attirer l'attention à tous les participants, comme le cas du docteur Seck. Si vous avez, c'est beau d'avoir de l'argent, mais si vous avez un antigène HBS positif, et il n'y a pas de doute, si le médecin demande de l'anticorps anti-HBC, s'il vous plaît, ne facturez plus ça, parce que ça sera positif. Si c'est confirmé positif, un patient qui vient d'examen complémentaire, même s'il y a anti-HBC, ne facturez pas ça. Parce que ça parle, on va manger l'argent du patient, mais on saura que le résultat sera positif. Ça, c'est mon point de vue.
Je pense que c'est important qu'on réfléchisse sur ça. Et je vais faire une petite présentation de quelques minutes sur le diagnostic sérologique de l'hépatite B. Nous allons adopter le plan suivant. On va faire une petite introduction, faire une petite épidémio, décrire la structure du virus et de présenter les techniques de diagnostic sérologique de l'hépatite B. En introduction, le virus de l'hépatite B appartient à la famille des hépatinaviridés, au genre autohépatinavirus. C'est un virus à ADN qui est partiellement double-brin, mais qui a une activité de transcriptase. Comme nous tous nous le savons, il n'y a que la famille des rétroviridés qui a cette activité de transcriptase inverse. C'est un virus qui est enveloppé. Normalement, la conclusion c'est quoi? C'est un virus fragile. Et il fait partie, et le seul virus, c'est le deuxième virus qui est enveloppé, qui est résistant. Et la capside est icosaédrique. Contrairement aux autres virus, les virus ADN, la réplication est normalement intranucléaire. Les virus ARN, la réplication est cytoplasmique. Et vous voyez virus de l'hépatite B, la réplication est cytoplasmique et intranucléaire, avec une étape de rétrotranscription. L'autre point fort de ce virus, c'est la forme de latence, qui est due à la super enroulée. Parce que toutes les personnes infectées, même guéries, ces formes d'ADN restent dans le noyau. Et à tout moment, cette DNA peut se réactiver. L'autre point fort de ce virus, une fois que le virus entre dans le noyau, après la formation de l'ADN circulaire double-brin à taille égale, l'ADN, le virus, va s'insérer dans le chromosome humain. Et lors de la réplication du chromosome humain, cet ADN ne va pas donner de virus, des virions, mais cet ADN va être traduit en protéines et ces protéines sont cancérigènes. Les patients qui développent le CAC, parfois le cancer provient de la production de ces protéines insérées dans le chromosome bactérien. Sur le plan épidémiologique, c'est 250 millions de personnes sont porteurs chroniques du virus de l'hépatite B. Et ce qu'on doit retenir, on dit qu'une personne est porteuse chronique de l'hépatite B si l'antigène est positif 6 mois après le début de la contamination. À 5 mois, on ne parle pas d'hépatite chronique. Il faut que l'antigène soit positif 6 mois après le début de l'infection. Et pour un petit rappel, pour le virus de l'hépatite C, il faut que l'ARN, c'est l'ARN, ce n'est pas les anticorps, mais c'est l'ARN qui doit être positif après 6 mois. 900 000 décès par an dans le monde. Et vous voyez, 50% des cas de cancer du foie sont dus au virus de l'hépatite B. Nous, on est en 2012 et 65% des CAC recrutés à Dakar et à Thiès avaient des marqueurs du virus de l'hépatite B. Et tous les enfants atteints de CAC, ces cancers sont dus au virus de l'hépatite B. Au Sénégal, la prévalence varie entre 8 à 15% selon les études.
Il y a même des mutations qui ont des prévalences de 20%. On est en train de faire un travail à Kaolack, à la région de Diourbel, mais sur 3000 femmes enceintes, presque les 10% sont infectés par le virus de l'hépatite B. Et la moitié des femmes présentent des charges virales très, très élevées. Aussi, ça peut être les maîtres dans leur avis. On a donné les AFP, mais la majeure partie des femmes enceintes ont des AFP élevés. Mais on m'a dit que ce n'est pas encore lu, que lors de la grossesse, il y a augmentation des AFP. Et j'aimerais voir cet article avant d'arrêter. Et aussi, la moitié des enfants vaccinés dans la zone de Dakar ne sont pas immunisés. Ça veut dire qu'ils sont en échec vaccinal. Donc, on a fait un travail dans la zone de Dakar et avec les différents sites de vaccination des 4 départements, il n'y avait pas encore de massage et 50% des enfants étaient en échec vaccinal. Et le virus, c'est une personne infectée sous 2 formes. Il y a ce qu'on appelle le virion complet, appelé encore particule de Dahl. Et à côté, il y a ce qu'on appelle les formes bites sphériques. Et ces formes ne sont pas infectieuses. Et ce sont ces formes avec les techniques ou les tests qu'on va utiliser. Et le virion comprend l'extérieur vers l'intérieur d'une enveloppe qui est de nature lipoprotéique. Et c'est à cause de cette enveloppe qui est de nature lipoprotéique que les virus enveloppés sont fragiles. Parce que si on augmente la température, certains détergents vont détruire les liaisons phospholipidiques. Et dans ce cas, il y a destruction du virus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la nucléocapside ou corps. Et cette nucléocapside est composée de 120 capsomères. Et ces capsomères sont constituées de dimères d'antigène HBC. Et à l'intérieur, on a l'ADN qui est partiellement circulaire, qui est toujours lié à la polymérase. Et vous voyez, il y a des pointiers en vert qui est représenté par l'antigène HBE, qui ne sont d'autres que les formes solubles de l'antigène HBT. C'est pourquoi ce marqueur, l'antigène HBC, on ne va jamais le trouver dans le sang. C'est l'antigène HBE qu'on va détecter s'il n'y a pas de mutation pré-C. Parce que c'est les personnes qui font des mutations pré-C qui ne vont pas produire l'antigène HBE. C'est pourquoi aujourd'hui ce marqueur ne doit pas être demandé pour évaluer la mutation virale. Parce que 60% des patients sont négatifs à l'antigène HBE. J'ai essayé de vous faire une clarification virale. Et une fois que le virus entre, il y a lors de l'entrée, et ce que vous devez retenir aussi, il y a les co-récepteurs, les HSPG, qui sont des récepteurs non spécifiques au virus. Mais toute cellule qui n'a pas ce récepteur ne peut pas être infectée par le virus. Et il n'y a que les hépatocytes qui ont ce récepteur. Mais ce n'est pas spécifique pour l'entrée du virus. Ce qui est spécifique, c'est le NTCP. Et le virus va se lier grâce aux protéines de surface. Il y a une liaison entre le virus et la membrane cellulaire. Ensuite, le virus va pénétrer par fusion, pas par endocytose. Et la leucocyte est libérée et
la nucléocapside va migrer vers le noyau. Ensuite, le noyau, l'ADN qui était partiellement circulaire, va être complété. Et on aura un ADN circulaire à 2 brins qui est taille égale. Ensuite, cet ADN va entraîner la formation d'ADN circulant closide qu'on appelle ADN super enroulé. Et ces ADN vont persister à vie. Mais aussi, comme vous voyez, l'ADN peut intégrer le génome chromosome et entraîner, lors de la réplication du chromosome, produire des protéines qui sont cancérigènes. Mais ces CDA sont traduits répliqués en 2 types d'ARN. Il y a les ARN messagers ou ARN subgénomiques qui seront traduits en antigène HBS, en antigène HBE, en antigène HBX et antigène HBC, antigène HBE, X et pas de C. C'est l'ARN présgénomique qui sera traduit au gène X et à la polymérase. Vous voyez. Ensuite, l'ARN polygénomique va sortir en même temps que la capside. Et la capside va venir enfermer le génome. Mais dans ce cas, le génome, c'est un brin pré-génomique qui a répliqué en brin négatif. L'ARN pré-génomique est un brin positif, c'est comme un ARN messager. Mais cet ARN va être transcrit à un brin négatif. Ensuite, la reverse transcriptase va synthétiser le brin positif, mais de taille variable. Ensuite, cette nucléocapside avec l'ADN principal du brin sera assemblée au niveau des microvillosités pour former l'enveloppe virale. Mais de l'autre côté, il y avait la production de l'antigène HBS qui va venir se fixer sur l'enveloppe du virus. Mais, si vous voyez bien le 10, au niveau des réticules endoplasmiques et l'appareil de Golgi, vous voyez la formation des formes vides, expédiques. Il n'y a pas de génome. Et vous voyez, lors de la lyse de la cellule, il y a libération des formes vides et des virions. Et nous, ce qu'on va détecter, si on ne fait pas de PCR, sont les formes vides. Et la quantité de particules vides libérées est plus importante que les formes infectieuses. C'est pourquoi, c'est les sujets qui sont infectés, on va trouver toujours des quantités très importantes d'antigènes HBS. Et comme le cas du docteur Seck, peut-être que si c'était positif, il y avait une phase de clairance. C'est pourquoi parfois on a des taux faibles. Mais normalement, parfois, une personne infectée, s'il y a lyse, on va avoir toujours des quantités importantes d'antigènes HBS. Et les principaux marqueurs utilisés dans le diagnostic en routine, il y a le système HBS avec l'antigène qui est un marqueur d'infection. Il y a l'anticorps anti-HBS qui peut être un marqueur de guérison. Dans ce cas, il faut qu'il soit associé avec un anti-HBC, mais un marqueur de protecteur. Dans ce cas, il n'y a que l'anti-HBS qui sera positif. Il y a le système HBCS qui est un marqueur de contact. Et comme je disais tout de suite, l'antigène HBC n'est jamais détecté dans le sang mais dans les hépatocytes. Ensuite, il y a le système HBE qui est le marqueur de s'il n'y a pas de mutation au niveau du gène pressé. Et le prélèvement, on peut utiliser des prélèvements sanguins, ou des prélèvements capillaires ou prélèvements sur carte IBS. Et ces prélèvements doivent être conservés le plus rapidement possible.
Et pour le diagnostic, ça peut être direct ou indirect. Pour le diagnostic direct, on va détecter les protéines virales ou le génome viral. Les antigènes, s'il vous plaît. Et on peut utiliser le diagnostic indirect. Dans ce cas, on va évaluer les stigmates de l'infection, avec les anticorps produits par la personne infectée. Il y a les anti-HB IgM qui sont des marqueurs d'infection aiguë. Il y a les anticorps anti-HBC totaux et ces marqueurs sont toujours présents. Une fois qu'on est infecté, c'est à vie. Et il y a l'anticorps anti-HBE qui est le premier verrou immunologique. C'est le premier marqueur qui va témoigner qu'il y a une réponse immunologique. Et comme algorithme proposé en cas de suspicion d'hépatite ou de visite médicale, c'est le dosage de l'antigène HBS. Si l'antigène HBS est négatif, on peut demander les anticorps anti-HBS et anti-HBC. Si les anticorps anti-HBC sont positifs et l'anticorps anti-HBS négatif, on peut demander la charge virale pour diagnostiquer une hépatite occulte. Et ce sont des hépatites aiguës et qui peuvent entraîner des cancers ou des cirrhoses. Si l'antigène est positif, on demande les examens complémentaires. Vous voyez, j'ai mis anti-HBC IgM pour voir si c'est une infection aiguë. Mais on n'a pas besoin des anti-HBC totaux si c'est une infection chronique. Et comme technique, on peut utiliser une technique ELISA, luminescence ou des tests rapides. Et je vous ai présenté ici une technique ELISA et cette réaction antigène-anticorps. Après, on va fixer un autre anticorps qui est marqué. Si on ajoute de substrat, il y a émission de changement de couleur. C'est pourquoi on a une des puits violets. Pour la technique, luminescence, on remplace l'enzyme par un marqueur fluorescent. Et lors de l'émission de fluorescence, si l'intensité de courant passe, il y a émission de fluorescence et cette densité qu'on va quantifier. L'appareil du docteur Sec, ils ont inclus un standard international. C'est pourquoi les antigènes sont quantifiés. Mais les autres automatiques donnent des DO. Et ça, c'est un test rapide, parce que tout le monde connaît le principe. Et je vous ai présenté ici quelques profils sérologiques. Par exemple, si on a les 3 marqueurs qui sont négatifs, ça peut être il n'y a pas d'hépatite, il n'y a pas eu de vaccin. Le deuxième cas, il y a que l'anticorps anti-HBS qui est positif, ça peut être anticorps dû au vaccin. Si sont les antigènes HBS qui sont positifs et les anticorps anti-HBC, c'est une hépatite chronique, mais à condition que l'antigène soit supérieur à 6 mois. Et le dernier cas, s'il y a les anticorps anti-HBS positifs, mais supérieurs à 10, et l'anti-HBC positif, c'est une hépatite guérie. Mais c'est pourquoi certains labos qui utilisent les tests rapides pour faire les tests anti-HBS, s'il vous plaît, arrêtez ça. Parce qu'on ne rend pas service aux clients. On va dire positif, négatif. Ça ne veut rien dire. Si vous ne pouvez pas quantifier, ne faites pas les anticorps anti-HBS. Il y a un test qui circule. Le test là qui fait les 5 marqueurs. C'est un test, moi je ne sais pas. Parce que pour vous raconter une anecdote, lorsque les gens l'ont amené au Sénégal, sont venus chez moi. Et je leur dis que comment on valide un test? Personne n'est venu. En cas d'interprétation isolée, ça peut être une vaccination récente, une réactivation non spécifique, ça veut dire un faux positif, comme le cas de Dr Sec, ou bien au début de l'infection. Parce que lors de la phase d'incubation qui peut durer 1 mois
à 4 mois, on peut avoir des taux d'antigène HBS faibles, mais aussi un sujet immunodéprimé ou cirrhotique. Aussi, en cas d'anti-HBS isolé, ça peut être un faux positif, mais aussi lors des transfusions sanguines, nous, on teste que l'antigène. On ne teste pas les anticorps. Dans ce cas, on peut transfuser des anticorps. Et si on fait un test, ça peut être positif. Ça peut être infection aiguë guérie, mais aussi un sujet qui est incapable de synthétiser des anticorps anti-HBS. D'accord? Vas-y. Et en résumé, je vous ai présenté ce tableau les différents profils sérologiques. Et aujourd'hui, les nouveaux marqueurs sont développés, comme la quantification de l'anti-HBS. Et ce marqueur peut être utilisé pour suppléer la charge virale. Parce que quand la personne est fortement infectée, on a des forts taux d'antigène HBS. Il y a aussi ce qu'on appelle l'antigène HBC. C'est un nouveau marqueur qui est détecté. Et il est libéré quand il y a 10 hépatocellulaires. Mais c'est en phase de recherche. Et l'autre, c'est l'ARN présonomique. Aujourd'hui, on le détecte. Et ce marqueur, c'est le meilleur marqueur même pour évaluer l'efficacité thérapeutique. Parce que ici, la polymérase n'a pas encore agi pour entraîner la formation du DNA. Merci de votre attention. Merci beaucoup, notre cher maître expert aujourd'hui, qui nous a fait une brillante présentation. Vraiment que tout le monde, chacun ici, a bénéficié, surtout moi. Je viens d'apprendre de nouvelles choses aujourd'hui concernant la prise en charge des diagnostics des hépatites. Donc, rapidement, je pense qu'on a dépassé l'heure. S'il y a des questions au niveau de la communauté à poser pour notre expert ici, aujourd'hui présent. Donc, la communauté, vous avez la parole. Si vous avez des questions à poser aujourd'hui, de clarification à notre expert ici aujourd'hui. Docteur Aïssatou, vous avez levé la main. Vous avez levé la main. Docteur Aïssatou, vous avez la parole. Oui, bonjour. Merci à notre expert du jour, mon colonel, mes respects. Vraiment, comme le docteur Hussein a dit, nous avons beaucoup appris. Nous qui sommes peut-être biologistes, mais plus penchés vers le VIH. Donc, on a beaucoup appris avec cette présentation d'aujourd'hui, qui nous permet d'avoir des éclaircissements sur le cas que Mohamed a présenté aujourd'hui. Ma question pour l'expert, c'était par rapport à ce qu'il a dit, ça m'a un peu échappé, par rapport à la demande. Parce que ce n'est pas les virus qui font les demandes, c'est les médecins. Donc, il a dit de ne pas faire aux patients l'anti-HBC. Comme ça, on sait que si c'est une hépatite chronique, ça va rester positif. Donc, le faire aux patients, peut-être du gâchis ou c'est pas ça, c'est à l'endroit des médecins ou bien des pharmaciens. C'est les médecins qui font les demandes. Et si un bulletin arrive au laboratoire avec ce genre de demande, est-ce que nous, on peut dire qu'on ne doit pas le faire? C'est le médecin qui le demande. L'autre question, c'est, je vais un peu noter, c'est par rapport à un cas concret qu'on avait eu un jour. C'est un suivi hépatite B positif. Donc, il avait un antigène HBS positif. Donc, quand il est venu au labo, les anticorps anti-HBS étaient à 10,7. On sait que le seuil de l'OMS est à 10, donc, mais les anti-HBS étaient à 10,7. Donc, l'antigène HBE était négatif. Donc, pour dire que bon, il ne répliquait pas, ou bien c'était un sujet qui a eu une mutation, comme il l'a bien dit. Les anticorps anti-HBC aussi étaient positifs. Comme il a dit, c'était positif. Mais le cas là, quand on a fait la charge virale, c'était détectable, c'était une charge virale faible. Je ne sais pas quelle est la conduite à tenir par rapport à ce cas. Vu qu'on a vu que les gens de HBS étaient limite au niveau du seuil fixé par l'OMS qui est de 10. Il était à 10,7. Ça, c'était ma deuxième question. Merci, l'ancien. Merci beaucoup, docteur Aïssatou. Excusez-moi, c'est nous. Allô? Oui.
Excusez-moi, il y avait une troisième question. Oui. Moi, j'avais noté, j'étais un peu en train de travailler. Donc, j'avais noté une troisième question. C'était par rapport, parce que nous, ça nous arrive souvent. Je suis au laboratoire, on fait tout le temps des visites pour les militaires qui vont en mission. Donc, des fois, on a des cas où le gars est venu, il a un antigène HBS positif, il part, on demande, il part pendant une durée, en tout cas, il revient pour faire une confirmation. Des fois, on trouve que l'antigène HBS revient négatif. On essaie de faire une enquête par rapport aux gars. On sait que les gens, des fois, ils s'apprêtent à des traitements traditionnels. Quand tu demandes aux gars, dans l'enquête, il te dit que bon, on m'avait indiqué quelqu'un qui peut traiter l'antigène. Je suis parti, il m'a donné des produits et il me dit que l'antigène maintenant est guéri. Et effectivement, quand le gars vient, quand on fait l'antigène HBS, sur les tests rapides, ça nous ressort négatif. Donc, dans ce genre de cas-là, quelle est la conduite à tenir? On doit aller vers les marqueurs ou bien on doit informer on offre le médecin en tout cas, ou bien on doit aller systématiquement vers les marqueurs pour voir ce qui se passe ou bien on attend la demande du médecin. Merci, mon colonel. Merci beaucoup, Dr Aïssatou. Donc, juste une petite information. Donc, nous aimerions connaître votre avis. Il y a un sondage qui sera envoyé. Donc, nous aimerions connaître votre avis et vous serez rédigé automatiquement vers un formulaire pour accéder à ces liens. Donc, nous aimerions bien que vous donnez votre avis sur ce sondage. Merci beaucoup. Dr Mamat, vous avez la parole, rapidement. Merci beaucoup, Dr Gueye. Vraiment, mes admirations, mon colonel, pour cette brillante présentation. Nous avons vraiment beaucoup appris. Moi, peut-être, je vais compléter une question avec la question de l'ancienne, parce que moi-même, j'avais les mêmes préoccupations parfois. Surtout pour le dosage des anticorps anti-HBS. Parfois, c'est demandé, on dose les anticorps anti-HBS vers 7, 8, moins de 10. Les anticorps anti-HBS, c'est positif. Est-ce que ces patients-là, parfois, le patient demande est-ce qu'il faut prendre le vaccin ou pas? Est-ce que pour ces sujets, qu'est-ce qu'on propose? Ceux qui ont été en contact avec le virus et qui n'ont pas développé une bonne immunité, est-ce qu'on les conseille d'aller se faire vacciner? Ou bien qu'est-ce qui est recommandé pour ces genres de cas? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Mohamed. Binta, vous avez la parole. Binta Ali, vous avez levé la main, donc vous avez la parole pour poser votre question. Vous n'avez pas, votre micro est fermé, Binta. Votre micro est fermé, Binta, s'il vous plaît. Docteur Omar Diop, vous avez la parole pour poser votre question. Merci, Dr Ousseynou. On remercie vraiment Dr Gora, notre expert spécialiste en hépatite. Depuis que je le connais, depuis mon internat, je le connais sur l'hépatite B. C'est pourquoi il nous a fourni un cours magistral. Et nous remercions vraiment à cet effet l'ECHO et Dr Mohamed de nous avoir donné l'occasion de revisiter vraiment l'hépatite B et qui est le moyen faible de notre système. On sent que les médecins n'ont pas beaucoup d'informations sur l'hépatite B. Maintenant, je voulais que Dr Goris ait la possibilité de revenir sur l'hépatite occulte. Actuellement, c'est un problème, surtout pour le dépistage de l'hépatite occulte. Et la prévalence aussi, si on a la possibilité, parce qu'on dit négatif, on s'arrête là. Jamais on pousse l'investigation. Et ma deuxième question, c'est surtout de voir, est-ce qu'il y a une guérison possible au-delà de 6 mois? Au-delà de 6 mois, est-ce qu'il y a, comme c'est l'immunité, est-ce qu'il y a des gens qui sont une immunité faible qui pourront se guérir au-delà de 6 mois, ou bien il y a des traitements qui pourront guérir complètement au-delà? Et quel est le point sur le traitement avec les tenofovir? Est-ce qu'il y a une suppression totale? Est-ce qu'il y a des rechutes ou bien il y a des possibilités de traiter carrément? Et pour les échecs vaccinaux, pour moi, je pense que c'est l'absence de rappel. Les rappels à 1 an et les rappels à 5 ans.
Et malheureusement, le programme se limite sur les 3 doses. Il n'y a pas de rappel. Pour moi, mon avis, c'est ça. Et peut-être quel est l'avis de l'expert, Dr. Gore. Vraiment, je vous remercie d'un cours magistral qu'on devait partager au monde biologique et même aux cliniciens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Omar. Donc, nous allons prendre la dernière question. Binta, vous avez la parole. Binta Lali. Binta Lali, vous nous entendez? C'est Binta. Je pense que vous avez un problème technique. Allô, oui, Yacine. Allô? Oui. Non, c'est Binta Lali. J'ai utilisé parce que j'ai un problème avec mon portable. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez poser votre question rapidement. Oui, j'ai une question. Merci, Dr. Seynou, et merci à mon professeur, Dr. Gore. En fait, ce que je voulais demander, c'est que j'ai eu un cas, un bébé de 3 jours, on m'avait demandé l'antigène HBS. Et je me suis retrouvée avec antigène HBS positif. Donc, je demandais, est-ce que... Votre micro est fermé, Binta. Notre expert dit qu'il a compris la question, donc il va revenir sur la question. Donc, nous allons passer la parole à notre expert parce qu'on a largement dépassé l'heure. Donc, Dr. vous avez la parole. Merci, Dr. Ousseynou. Je remercie encore tous les participants qui ont posé des questions. Et je vous dis que moi, je n'ai rien dit, hein. Je ne fais que lire. Je ne suis pas expert. Hein. Les gars veulent me faire expert, mais je ne suis pas expert. Je commence par les questions du Dr. Aïssatou. Moi, ce que je fais, si je tombe sur le bulletin d'analyse qui demande des anti-HBC avec SARS viral, anti-HBE, soit je connais le médecin, je l'appelle, soit je ne connais pas, en rend le résultat HB positif. Parce que si tu ne parles pas un résultat, tu peux frustrer le médecin. Si tu le connais, tu l'appelles, tu l'expliques. Parfois, ils ne le connaissent pas. Mais si moi, je me dis qu'à 100%, c'est positif. Et si je tombe sur le bulletin, ce que je fais. Et pour votre cas, vous avez dit que c'est un cas qui est anti-HBS positif, anti-HBS 17, anti-HBC positif. Ça veut dire que c'est un gars qui est en contact avec l'infecté. Qui est infecté. Ça veut dire que... C'est ça l'ancien. Parce que la charge virale est faible. Il se pourrait que, mais c'est important de connaître la charge virale. C'est important aussi, ça peut être un début de séroconversion. Parce que quand on est infecté, l'organisme produit des anticorps. L'organisme lutte contre le virus. Mais si le virus domine, on va avoir plus d'antigènes ou d'ADN. Mais dans ce cas, il se pourrait que ça peut être un début de séroconversion. Ce que vous devez faire, c'est suivre le patient. Après 6 mois, vous dosez encore les anticorps anti-HBS. Si vous utilisez des automates, comme le cas de Momat, regardez les DO des anti-HBS. Si vous avez un faible quantité anti-HBS, ça veut dire que c'est un début de séroconversion. Il y a un moment où les deux courbes se croisent. Ça veut dire que c'est un début de séroconversion. Et vous dites, à 3 mois, 6 mois, vous confirmez cette sérologie. Et pour votre cas, pour les praticiens, c'est vrai, il y a des cas comme ça. Il paraît qu'il y a des médicaments qu'on les donne qui vont nettoyer tous les produits qui sont dans le sang. Si vous dosez, ça sera négatif. Moi, ce que je fais, s'il me dit ça, je fais les HBC, HBS. Si les HBS sont négatifs avec des valeurs faibles, il n'y a pas de séroconversion, depuis que monsieur, vous n'êtes pas guéri. Et s'il a les moyens de lui faire la charge virale. Mais si, il faut faire toujours doser les anti-HBS pour voir. Si elle guérit, il y aura des taux supérieurs à 10. Dans ce cas, vous dites, ah, c'est bon, votre médicament a marché. Si ce n'est pas le cas, il dit que le gars a mangé votre argent. Là, Oui. juste compléter, parce que des fois, c'est des cas qui nous reviennent sur un tableau vraiment, sur un tableau grave.
Des fois, ils sont là, ils sont guéris, ils disent qu'ils sont guéris, mais des fois, ils reviennent vraiment avec des dégâts. Si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi ça? Parce que les médicaments traditionnels utilisent les hépatocytes. C'est ça. Et c'est pourquoi tous les patients qui ne répliquent pas, s'ils prennent les médicaments traditionnels, après quelques années, ils risquent de développer le cancer. Parce que ces médicaments vont détruire le foie. Ils vont essayer d'attaquer les virus qui sont dans le foie. Et le foie, la personne va évoluer facilement vers la cirrhose et le cancer. C'est ça. Merci, Nancy. Et pour le dosage, le cas de la question de Mohamed, je pense que j'ai répondu. Hein? Oui. Un taux d'anti-ASBS inférieur à 10 qui est faible et anti-ASBS positif, il y a ce qu'on appelle une phase de clairance. Il y a un moment, il y a élimination des anticorps. Pour ces gens, pas besoin de prendre un vaccin parce que l'organisme est déjà immunisé. Quand le virus entre encore, l'organisme va produire encore des anticorps. Pour le docteur Omar Diop, pour l'hépatite occulte, moi j'ai fait un travail, mais j'ai trouvé une prévalence de 3%. Mais c'est les patients qui avaient le cancer hépatocellulaire, la prévalence était 20, si je ne me trompe pas, 20%. Les patients de CAC, l'hépatite occulte, la prévalence était de 20%. Mais j'ai pris un échantillon comme ça pour voir une centaine de personnes, mais j'avais une prévalence de 3% d'hépatite occulte. Et l'hépatite occulte, c'est quoi? Il faut que l'antigène ASBS soit négatif, les anticorps anti-ASBC négatifs et l'anti-ASBC isolé. Dans ce cas, vous dosez la charge virale. Si la charge virale est détectable, on dit qu'on est devant une hépatite occulte. Mais aussi, si on fait une biopsie et on quantifie les cccDNA, si c'est positif, on peut dire qu'on a une hépatite occulte. Et docteur, c'est possible de guérir avec l'hépatite. Si on prend 1000 personnes infectées adultes, exemple, les 1100 peuvent guérir naturellement. Ça va. Il n'y a que les 200 qui vont évoluer vers la chronicité ou l'hépatite fulminante. 1% d'hépatite fulminante. Mais nous tous dans la salle, là, on est 6. Si on fait le dépistage, c'est sûr que la moitié avait été infectée et guérie. Une personne infectée guérie peut guérir naturellement. Et dans nos zones, ces personnes sont plus nombreuses. L'autre question, c'est sur le tenofovir. Moi, on a les patients sont suivis. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu d'essai thérapeutique. Parfois, tu vas avoir un patient qui... Si on leur pose la question... parasites par micro. Docteur Aïssatou, votre micro, s'il vous plaît. Exemple, si on fait une enquête, ce sont des patients qui n'étaient pas observants. Et si le traitement, la charge virale devient indétectable. Il y a des patients qui ont suivi depuis 10 ans, plus de 10 ans, il n'y a pas d'essai thérapeutique. Aujourd'hui, avec le tenofovir, il n'y a pas dans le monde, je n'ai pas encore vu ça, d'essai avec le tenofovir. Il n'y en a pas encore. Et pour les enfants, docteur Diop, parce que les enfants ont déjà vacciné, certains, après 3 mois, 6 mois, on a dosé. Normalement, on devait avoir des taux élevés. Soit, ça peut être soit le vaccin, soit l'enfant. Et on avait pensé à écrire encore notre projet pour faire le biologique. Pourquoi les enfants n'avaient pas répondu? Mais ce n'est pas un problème de rappel. C'est le problème de soit le vaccin, soit le système immunitaire de la personne. Et pour Binda, pour son bébé, je pense que si c'était un bébé qui était vacciné à la naissance, ce que vous avez détecté sont les antigènes du vaccin. Ce n'est pas une infection. À moins que sa maman soit positive, et dans ce cas, ça peut être infection in utero, et dans ce cas, il faut suivre le patient. Même si vous faites les anticorps anti-ASBC,
vous n'allez rien trouver parce qu'il n'y a pas encore de système immunitaire. Merci. Merci, le Président. merci beaucoup, cher maître. Merci beaucoup, vraiment merci. Un grand merci, cher maître. Vu l'importance de ce sujet aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont en train d'être posées au niveau du chat et au niveau de la communauté. Donc, nous allons essayer de proposer notre invitation à notre expert pour qu'on puisse, ces questions-là, qu'on puisse les traiter sur la prise en charge de l'hépatite B, parce qu'on a largement dépassé l'heure, il est 14h54 et l'importance de cette sujet aujourd'hui, la leçon qu'on a reçue aujourd'hui de notre expert. Donc, on va essayer de lui proposer